La veille de l'examen des entrées en Master J ai découvert que ma petite amie de longue date me trompait émotionnellement. Dans ses messages, cet homme lui rappelait de ne pas être stressé pour l'examen du lendemain. Pas étonnant qu'elle ait toujours à l'esprit ailleurs quand je lui disais nous réussirons ensemble, c'est certain. En fait, un étudiant plus âgé, elle attendait déjà à la ligne des arrivées. La veille de l'examen des entrées en master par un froid jour d'hiver, Chloé et moi avions convenu de manger une fondue pour détendre nos nerfs tendus. Une fois rassasiée, Chloé est allée aux toilettes en oubliant son téléphone et un homme noté comme senior ne cessait de lui envoyer des messages. J'y ai pris le téléphone et jeté un coup d'œil découvrant des salutations intimes. Chloé, tu as bien mangé, il fait froid, couvre-toi bien, ne prends pas froid, ne stresse pas pour le premier examen demain, fais de ton mieux, je t'attends à l'université, je te guiderai personnellement dans tes recherches. Je n'avais pas l'habitude de fouiller dans le téléphone, faisant toujours pleinement confiance à Chloé, mais après avoir vu cette intimité anormale, j'y ai fini par déverrouiller son portable pour parcourir leur conversation. Ils s'étaient rencontrés 6 mois plus tôt, ce senior était en première année de master dans l'université même où Chloé rêvait d'étudier. Leurs échanges n'étaient pas crus ni particulièrement ambigus, mais ils partageaient leur vie respective, parlant avec passion des avenirs et de rêves. Des anecdotes des enfances à leur quotidien actuel, des difficultés académiques à leurs attentes en matière de relations amoureuses. Tard dans la nuit, ils passaient parfois de longues heures au téléphone et s'endormant au son de leur respiration mutuelle. Ils se souciaient du bien-être de l'autre, se commandaient des repas et s'offraient des cadeaux, et après des études intenses, elles s'encourageaient mutuellement, se promettant de travailler dur ensemble dans la même université. Chloé et moi nous sommes rencontrés au collège où nous étions ses voisins de classe qui se chamaillaient sans cesse, incapables de vivre l'un sans l'autre. Ce n'est qu'après le lycée que nous avons commencé à sortir ensemble, une relation qui a mûri avec le temps, aussi naturelle que l'eau qui coule de source. Nos parents étaient collègues dans un ministère gouvernemental et nos deux familles habitaient dans des quartiers séparés par une simple rue. Les relations étaient si bonnes que nous nous rendions souvent visite pour des dîners ensemble. Après que Chloé et moi sommes devenus un couple, nous n'avons rien caché et avons rapidement informé nos familles de notre relation amoureuse. Les deux familles s'entendaient déjà bien, mais après que Chloé et moi sommes devenus ensemble, les liens se sont encore renforcés. Tout le monde pensait que nous étions faits l'un pour l'autre, le couple parfait, et ils ont même commencé à planifier notre mariage dès la fin de nos études respectives. J'ai un caractère plutôt calme tandis que Chloé est plus vive, peut-être est-ce grâce à cette complémentarité que nous n'avons jamais eu de dispute durant toutes ces années ensemble et que les rares conflits se résolvaient rapidement. Chloé n'était pas du genre à faire des caprices sans raison, elle était censée, même si parfois elle se mettait en colère, une fois calmée elle venait spontanément et s'excusait auprès de moi. Je lui gardais une place dans les amphis bondés et elle me tendait des bouteilles d'eau et des serviettes quand je jouais au basket. Quand le temps frôlait, je lui apportais des gants et des chaufferettes et elle me tricotait discrètement des écharpes pour me faire des surprises inattendues. Nous ne nous faisions jamais de reproches sur nos amitiés avec l'autre sexe, sachant que c'était inévitable dans la vie, mais nous savions aussi qu'il fallait être responsable l'un envers l'autre et envers cette relation sans entretenir de rapports ambigus. Après toutes ces années à connaître Chloé puis à sortir avec elle, elle ne pouvait ignorer qu'un contact déplacé avec un homme détruirait notre histoire. Pourtant elle l'a fait quand même, et pas une fois mais pendant 6 mois entiers sans jamais m'en parler. Après avoir lu les messages entre Chloé et son aîné, j'y était submergé par une tristesse indicible, sans hystérie ni colère. Revenu à moi-même, j'y ai silencieusement marqué les messages comme non, lui remis le téléphone à sa place et fait comme si de rien n'était. Les examens commençaient demain, tout ce qui pourrait arriver devrait attendre leur fin. Chloé revint des toilettes un peu inquiète et ne sembla soulagée qu'en voyant son téléphone à sa place. Avec un sourire, elle me dit qu'elle avait fini de manger et qu'on pouvait rentrer. Je hochai la tête en signe d'approbation et retournai à l'hôtel avec Chloé. Tout au long du chemin, Chloé ne cessait de me répéter de ne pas me mettre la pression, que je devais simplement donner le meilleur de moi-même lors de l'examen, tout en profitant des moments de répit pour répondre aux messages de ce camarade plus âgé. De retour à l'hôtel après une toilette rapide, nous nous couchâmes tôt, passant une nuit sans histoire. Les examens des jours suivants se déroulèrent comme prévu. Une fois toutes les épreuves terminées, Chloé sortit en courant de la salle des examens toute joyeuse et se jeta dans mes bras en annonçant avec fierté qu'elle avait très bien réussi la dernière épreuve, mettant ainsi fin à une année de pression académique. Je regarde Chloé émue au point de ne pas pouvoir retenir ses larmes dans mes bras et un sourire se dessine sur mon visage, mais une amertume sourde envahit mon cœur. Et c'est vraiment fini? Oui, c'est fini. Après avoir fait nos valises, Chloé et moi sommes rentrés à l'université le jour même et le soir nous avons encore mangé ensemble un repas chaud. Chloé a dit que c'était une façon de boucler la boucle. Après le dîner, une tempête de neige s'est abattue sur nous sans parapluie. Nous sommes rentrés sous la neige, nos cheveux blanchis par les flocons. Comme des habitudes, j'y ai raccompagné Chloé jusqu'au dortoir. Après un simple au revoir en regardant son silhouette sautillante et s'éloigner, mon esprit et s'est brièvement égaré. J'y ai revu toutes ces fois où Chloé s'était jetée dans mes bras, tous ces adieux déchirants qui avaient ponctué nos années ensemble. Ce n'était pas la première fois que je raccompagnais Chloé, mais cette fois je ne sais pourquoi mon cœur était inexplicablement lourd. Je savais parfaitement qu'une faille s'était creusée entre Chloé et moi et que rien ne serait plus comme avant. Je restais planté la regardant Chloé disparaître à l'horizon jusqu'à ce qu'une bourrasque glacée me ramène à la réalité. Levant les yeux vers la neige qui tombait en tourbillonnant, je soupirai doucement avant de tourner les talons. À ce moment-là, les chemins de l'école étaient déjà recouverts d'un manteau argenté, la lumière des réverbères se reflétant sur la neige qui tombait. Sur le chemin du retour, j'y ai croisé de nombreux couples se promenant main dans la neige et soudain une triste chanson me revint en mémoire. En gros, cela disait qu'un être cher passe dans notre cœur, ne laissant derrière lui qu'un hiver ravagé. Nous étions tous sous la même tempête de neige dans cette vie, on peut dire que nous avons blanchi ensemble. Bien que je sache que cette pensée ne cadre pas vraiment avec l'ambiance actuelle, elle contient tout de même une certaine empathie qui me permet de sombrer dans la mélancolie. De retour au dortoir, j'y ai calmement fait mes valises, pris une douche avant de m'allonger sur mon lit. Je n'avais pas sommeil, alors je suis resté allongé dans le noir fixant stupidement le plafond, mes pensées s'envolant avec la neige qui tombait dehors.
Un soir de week-end pendant ma terminale alors que le nouvel an approchait, une panne de courant soudaine avait plongé toute la salle de classe dans l'obscurité. La panne d'électricité a perturbé l'ambiance studieuse habituelle, offrant aussi un prétexte bienvenu pour respirer dans la vie tendue de la terminale. Chloé et moi étions voisins de table, elle avait peur du noir et lorsque les lumières se sont éteintes, elle a saisi mon bras en me demandant ce qu'on allait faire. J'y ai rangé mon stylo, elle est rassurée en disant que tout allait bien, observant l'agitation dans la salle de classe. J'y ai hésité un long moment avant de finalement passer mon bras autour des épaules de Chloé. À mon contact, son corps est cédé à bord, raidi visiblement, puis elle s'est peu à peu détendue, sa tête venant se poser doucement contre moi. À une si courte distance, je pouvais sentir le parfum subtil des cheveux de Chloé et percevoir la chaleur de son corps. L'école privée d'électricité était emplie d'un brouhaha continu, tous libéraient la pression accumulée par les études et malgré les efforts des professeurs pour rétablir l'ordre, rien ne pouvait calmer l'agitation des cœurs adolescents. Par coïncidence, des feux d'artifice furent tirés sur une place à proximité de l'école située près de la fenêtre. Chloé et moi pouvions distinctement voir les fusées s'élever dans le ciel avant d'exploser en une pluie d'étincelles. Les feux d'artifice éclatèrent, illuminant brièvement la salle de classe de leur éclat étincelant dans cette lumière multicolore. Je baissai les yeux vers Chloé et vis son visage émerveillé ainsi que les reflets des feux d'artifice qui dansaient dans ses pupilles. Chloé a remarqué mon regard, nos yeux se sont croisés, aucun de nous n'a détourné le visage, les sentiments refoulés au fond du cœur de ces adolescents ont soudain éclaté comme les feux d'artifice. Dans l'intervalle entre deux lueurs, la classe est retombée dans l'obscurité, j'y ai soudain senti une douceur sur mes lèvres et suis resté figé sur place. Quand les feux d'artifice ont de nouveau illuminé le ciel à leur lueur, j'y ai vu le visage de Chloé tout près du mien et son cou rougissant de timidité. Une demi-heure plus tard, l'électricité a été rétablie, la salle de classe à nouveau brillamment éclairée, tout le monde s'est remis à étudier comme si rien n'avait changé depuis la panne, pourtant tout semblait différent. Sous la table, deux mains étaient étroitement enlacées, aucune ne voulant être la première à lâcher prise. Dans un état de somnolence, je m'endormis et ne me réveillai qu'à 8 heures du matin le lendemain. Je sortis du lit et m'habillai, réservé un billet de train pour rentrer chez moi aujourd'hui, puis commençai tranquillement à me préparer. Après m'être lavé, je pris mes bagages préparés la veille et me postai sur le balcon contemplant le campus recouvert d'une épaisse couche de neige. J'y hésitais longuement avant de sortir mon téléphone pour envoyer à Chloé le message mettant fin à notre relation. Pas de questions, pas d'explications, juste ces mots simples et lourds de sens: séparons-nous. Le message envoyé, je me suis senti soudain libéré des un poids. Après quelques secondes d'hésitation, j'y ai éteint mon téléphone et me suis précipité vers la gare. Marchant seul vers la gare, mon cœur était vide comme si on m'avait arraché un morceau de chair. Toutes ces années à l'université, j'y avais toujours quitté la maison et rentré avec Chloé, habitué à ces trajets partagés. Me retrouver soudain seul m'a laissé non seulement un sentiment de vide mais aussi une étrange appréhension. Je m'inquiète un peu ces dernières années, c'est toujours moi qui ai planifié nos voyages et acheté les billets. Chloé n'a jamais voyagé seule sur de longues distances, pas même pour rentrer chez elle. Je m'inquiète qu'elle n'arrive pas à trouver un billet adapté, qu'elle se fasse arnaquer en chemin, qu'elle se perde. C'est alors que j'y ai compris cette phrase que j'y avais lue un jour: quand on aime vraiment quelqu'un, la manifestation la plus directe est la peine qu'on ressent pour elle. Si elle est triste, tu le seras encore plus qu'elle. Si elle souffre, ton cœur se serrera. C'est comme manger des nouilles instantanées seul, ça ne te dérange pas, mais quand c'est la personne que tu aimes qui les mange, ça te fait mal au cœur. Tu ne veux pas que la personne que tu aimes souffre, soit triste ou blessée, et tu es même prêt à endurer ces épreuves à sa place. Sur le chemin de la gare, les vagues tumultueuses de mon cœur se succédaient, me donnant à plusieurs reprises l'envie de faire demi-tour. Heureusement, la raison a finalement triomphé du désir grâce aux conversations que j'y avais vues ce jour-là, grâce à la mélancolie laissée par des années d'amour brisés. Je suis monté seul dans le train pour rentrer chez moi, somnolent tout le long du trajet, et c'était déjà l'après-midi lorsque je suis arrivé. Et ce que Chloé est réveillée, elle devrait être ratée, elle vu le message, elle l'a probablement déjà vu. C'est elle pourquoi j'y ai rompu, elle doit déjà le savoir. Elle savait mieux que quiconque comment je réagirais en découvrant sa relation avec ce seigneur, mais elle l'a quand même fait. Était-ce par besoin de nouveauté ou un simple caprice? Notre amour, elle ennuyait, elle, ou avait-elle trouvé mieux? Je ne sais pas et je ne veux pas savoir. Depuis que j'y ai découvert les messages jusqu'à la rupture, j'y ai fait de mon mieux pour rester calme, me forçant à gérer tout cela comme un spectateur sans pleurer. Ce n'est qu'une fois de retour dans ma chambre que j'y ai allumé mon téléphone. Sans surprise, il y avait des appels manqués et une avalanche de messages. Je ne les ai pas lus, j'y ai simplement supprimé le contact et bloqué tous les moyens de communication. Nous n'avions besoin d'aucune explication ni d'aucune excuse entre nous, elle le savait. J'y ai dormi seul dans ma chambre jusqu'au soir, jusqu'à ce que mes parents me réveillent. En sortant, j'y ai découvert que Chloé était aussi dans le salon. À ce moment-là, Chloé avait déjà expliqué la situation à mes parents et elle s'était excusée avec sincérité, la tête baissée. Son air épuisé laissait deviner qu'elle avait dû voir mes messages à son réveil, essayer de me joindre sans succès, puis deviner que j'y étais rentré chez moi avant de prendre un billet de train pour me suivre. Comme Chloé et moi avions officialisé notre relation depuis longtemps, mes parents la connaissaient bien. Après avoir appris les raisons de notre rupture, ils n'en ont pas fait toute une histoire. Après tout, Chloé n'avait fait que discuter en ligne et téléphoner occasionnellement avec ce camarade de promo sans jamais le rencontrer en personne. Et il n'avait jamais abordé de sujets osés, juste franchi un peu la limite dans leur relation. Mes parents pensaient que je faisais la tête, ils m'ont conseillé en tant qu'homme de faire preuve de plus de magnanimité, que tout le monde peut commettre des erreurs et que tant qu'il ne s'agissait pas d'une faute impardonnable, tout irait bien après des excuses sincères. Cela faisait tant des années que je connaissais Chloé, tant des années que nous étions ensemble, que il l'avait depuis longtemps considérée comme leur future belle-fille. Il n'était pas question d'en changer. Assis sur le canapé, j'y écoutais les conseils pleins de sollicitude de mes parents, observant Chloé en face de moi, tête baissée, présentant des excuses avec une sincérité apparente. Mon cœur était étrangement calme, insensible à ses exhortations et à ses regrets. Un miroir brisé, même réparé avec le plus grand soin, gardera toujours des fissures qui blessent les yeux.
Ce soir-là mes parents ont tenté de me raisonner longtemps sans succès. Résigné, ils n'ont pu que reporter et la faire accompagner Chloé chez elle en espérant que ma colère se dissiperait dans les jours suivants. Mais étais-je vraiment en colère? En sondant mon cœur, je réalisais que je n'en voulais pas à Chloé. Pas de rage, pas d'amertume, juste une déception infinie. Dans cette société au rythme effréné, tout le monde vit des relations amoureuses éphémères comme des fast-food, alors que Chloé et moi faisions partie des rares couples à avoir mijoté notre amour à petit feu. Nous nous comprenions, nous nous aimions, résistant à toutes les tentations extérieures qui auraient pu nous entraîner dans la boue. Après toutes ces années passées ensemble, je croyais que Chloé et moi pourrions continuer ainsi main dans la main, défiant cette société où les sentiments se dilapident. Mais j'y ai échoué, lamentablement échoué. Chloé n'a finalement pas pu résister aux tentations du monde extérieur. Je n'en veux pas vraiment à Chloé, après tout nous sommes tous les deux des êtres humains ordinaires et le fait d'y avoir tenu bon ensemble aussi longtemps est déjà remarquable. Je sais à quel point les tentations extérieures peuvent être terribles car je les ai moi-même vécues. Lorsque j'y étais à l'université, peut-être parce que j'y étais plutôt grand et beau garçon, pas mal de filles m'avaient exprimé leur attirance. Certaines étaient timides et réservées, des autres franches et passionnées, certaines avaient du charme et de la beauté, des autres une personnalité attachante et une silhouette gracieuse. Bien que Chloé et moi soyons dans la même université, nous n'étions ni dans la même spécialité ni dans la même faculté et parfois même nos cours avaient lieu sur des campus différents. La plupart du temps nous ne pouvions nous voir que pendant les cours optionnels ou le week-end. Dans ces conditions, face à des tentations presque à portée de main, comment aurais-je pu ne pas ressentir des hésitations? Je suis un homme normal, il m'arrive d'être attiré par une belle femme, mais je suis aussi un homme en couple, alors je me contente d'un bref battement de cœur occasionnel, je serre les dents et ça passe. Je dois assumer la responsabilité de ma relation avec Chloé. Précisément parce que je comprends les contradictions et les luttes intérieures face aux tentations si accessibles, je n'en veux pas à Chloé, je ne suis ni en colère ni blessé, juste déçu, profondément déçu. Au milieu de la nuit, seul dans ma chambre, je n'arrivais pas à dormir, mon regard aéré autour de moi avant de se poser finalement sur une peluche de Totoro. Pendant les vacances d'été après le Gaokao, Chloé et moi avons enfin pu être ensemble ouvertement. Lorsque nos parents l'ont appris, ils n'ont pas protesté et ont même eu l'air de s'y attendre depuis longtemps. C'était notre premier rendez-vous officiel avec Chloé. Nous sommes d'abord allés dans un parc des attractions où nous avons essayé de nombreuses attractions sensationnelles. Je ne suis pas très courageux et Chloé non plus, pourtant sans trop savoir comment nous nous sommes retrouvés ensemble dans les montagnes russes, nous deux si peu téméraires. Les montagnes russes sont-elles amusantes? Je ne saurais dire, je sais seulement qu'une fois le manège lancé, Chloé et moi nous sommes serrés la main très fort, laissant les sensations de chute libre et de vertige nous envahir sans jamais lâcher prise. Nous avons tant bien que mal tenu bon, Chloé et moi étions pâles comme des linges au bord de la nausée. Pourtant malgré ce malaise, après un échange de regards, nous avons éclaté de rire, nous ignorions pourquoi ce rire nous venait, c'était une joie inexplicable. Après nous être reposés un moment dans le parc des attractions, une fois le malaise dissipé, nous avons quitté les lieux pour nous rendre au salon de jeux d'un centre commercial voisin. Nous y avons échangé une pile de jetons et passé l'après-midi à jouer avec délectation. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une dizaine de jetons, Chloé et moi nous sommes finalement dirigés vers la machine à attrape-peluche. Après plus de 10 années passées dans un rythme des études intensives, nous n'étions pas très doués pour ce jeu, il nous a fallu une dizaine d'essais pour réussir à attraper une peluche, le Totoro, qui trône aujourd'hui sur le bureau de ma chambre. Les années ont passé et la peluche de Totoro a perdu de son éclat des temps, peut-être à force d'avoir été lavée trop souvent, ses couleurs se sont quelque peu fanées. Les peluches perdent leur couleur avec le temps, alors les sentiments aussi. Les jours suivants, je n'ai plus revu Chloé alors que j'y avais déjà réservé mes billets et que je m'apprêtais à partir en voyage après le nouvel an pour me changer les idées. Mike, un bon ami du lycée, m'a informé qu'il organisait une réunion de classe le soir du réveillon. Il disait que ça faisait tant d'années qu'on ne s'était pas vu et que c'était l'occasion de renouer les liens. Au lycée, j'y étais le délégué de classe, il a même pris la peine de m'appeler personnellement pour insister sur ma présence. Je n'avais aucune raison de refuser, alors je me suis présenté à l'heure dans la salle privée du restaurant qu'il avait réservé. En entrant, j'y ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, seulement 7 ou 8 personnes, mais c'étaient tous des camarades avec qui j'y avais de bons rapports au lycée. En me voyant arriver, tout le monde a été très chaleureux, surtout Mike qui m'a serré dans une grande étreinte en plaisantant. Ethan, tu as bien changé après toutes ces années, tu es encore plus beau gosse, dommage que je ne sois pas une fille, sinon j'y aurais rivalisé avec Chloé à l'époque. En disant cela, Mike a désigné un coin de la loge. Chloé est arrivée avant toi, elle t'a gardé une place vaille. J'y ai suivi la direction indiquée par Mike et j'y ai vu Chloé assise seule dans son coin sans personne autour d'elle. En remarquant mon regard, Chloé a levé les yeux vers moi avec espoir, manifestement désireuse que je m'assoie à côté d'elle. Non, c'est bon, nous avons rompu. J'y ai souri avec une fausse désinvolture, tapoté la main de Mike puis me suis assis à la place vide en face de Chloé. À mes mots, le compartiment soudain se tut, les regards se croisant parmi l'assistance. Tous présents étaient des proches, sachant que Chloé et moi étions ensemble depuis des années, du lycée à l'université, sans jamais avoir rompu. Parmi nos camarades, on nous considérait comme les premiers à nous marier, certains nous pressant même à maintes reprises d'organiser la cérémonie. Et voilà qu'aujourd'hui j'ai annoncé ma rupture avec Chloé, aussi soudaine qu'inattendue, laissant le groupe sous le choc. Pourquoi personne ne parle? Si vous ne commencez pas à manger, les plats vont refroidir. Allez, y servez-vous. Une fois assis, je tentais d'animer un peu l'ambiance. Je me comportais de manière parfaitement normale et pourtant anormale, car j'y ignorais délibérément le regard insistant de Chloé dans la salle privée. Bien que tout le monde brûlât de savoir pourquoi Chloé et moi avions rompu, c'était tout de même une réunion entre anciens camarades, personne ne posa de questions indiscrètes et l'atmosphère redevint peu à peu détendue au fil des souvenirs partagés. Maintenant que nous étions tous des adultes et l'alcool faisait inévitablement partie de la soirée, j'y en bus moi aussi quelques verres.
Je ne supporte pas bien l'alcool. Après un verre mon visage rougit et ma tête commence à tourner. Peut-être à cause de l'alcool. Mike assis à côté de moi passa son bras autour de mon cou et enhardi par la boisson me murmura à l'oreille Ethan, avec tant de gens dans le monde la probabilité que 2 personnes se rencontrent est déjà faible et celle qu'elles tombent amoureuses encore plus si on y ajoute une durée de 10 ans. Il dit qu'il pouvait voir que Chloé n'arrivait pas à me tourner la page et que s'il n'y avait pas eu des erreurs fondamentales entre nous il valait mieux ne pas rompre. Il avoua que ces dernières années ce qu'il avait le plus envié c'était notre relation avec Chloé, cette capacité à nous comprendre et à nous aimer mutuellement. Le destin est si capricieux, disait-il, certaines personnes qu'on laisse filer ne reviennent jamais. Mike m'a dit beaucoup de choses venant du cœur et j'y ai bien compris ce qu'il voulait dire, mais plus les gens autour de moi essayaient de me persuader de me remettre avec Chloé, plus mon cœur s'emplissait d'amertume. Comment pourrais-je ignorer à quel point il est rare que 2 personnes passent de la connaissance à l'amour? Cela fait déjà 10 ans que je connais Chloé. Combien de décennies une vie peut-elle compter? Sans parler du fait que ces 10 années sont les plus précieuses d'une vie, toute une jeunesse. Durant ces 10 années si précieuses, Chloé et moi avons été tout et l'un pour l'autre. On peut même dire que nous étions la personne la plus importante dans la vie de l'autre après nos proches. Une décennie si précieuse, un sentiment si rare. Si tout cela devait s'arrêter maintenant, ne serait-ce pas dommage? Ce ne serait pas une perte, sinon Mike n'aurait pas essayé de me convaincre de me réconcilier avec Chloé. Mais ce sentiment pourrait-il vraiment retrouver ce qu'il était autrefois? À cette pensée je reviens à la réalité et regarde Chloé assise en face de moi. Dès que je suis entré dans le box, Chloé n'a cessé de me regarder. Une fois les plats servis, elle n'a pas touché à ses baguettes et même lorsque ses camarades lui parlaient elle semblait absente. Elle restait assise là et m'observait tranquillement comme si elle cherchait à voir dans mes yeux de la nostalgie, à y déceler mon amour pour elle. Lorsque nos regards se sont croisés, j'y ai remarqué qu'elle n'avait pas bonne mine aujourd'hui. Son visage avait maigri, ses lèvres étaient pâles, ses yeux injectés de sang cernaient de profondes poches noires. Il n'était pas difficile d'imaginer comment Chloé avait traversé ces derniers jours, quelle peine elle avait ressenti, quel remords et quelle souffrance elle avait enduré. Voir la personne que j'aime profondément dans un tel état de fatigue, même si je suis d'ordinaire indifférent, je ne peux m'empêcher d'avoir un éclair de compassion dans les yeux. Je dimanche d'abord, un peu après nous ferons une promenade ensemble. En entendant que je vais m'adresser à Chloé, les camarades de classe se sont instinctivement tus, nous laissant à elle et moi l'espace pour communiquer. À ces mots, Chloé a d'abord été surprise, mettant quelques secondes à réagir avant de hocher la tête dès une voix rauque d'accord. Après que j'y ai proposé à Chloé de nous promener ensemble après le repas et l'ambiance à table s'est nettement détendue, les camarades ont plaisanté en disant que nous étions si bien assortis que nous ne nous séparerions jamais et qu'ils attendaient avec impatience de trinquer à notre mariage. À table je contrôlais mon rythme de repas, ne posant mes baguettes qu'une fois certain que Chloé avait mangé à sa faim. Après le repas, les joues de Chloé avaient enfin retrouvé des couleurs, elle paraissait plus en forme qu'auparavant, loin de l'évanouissement imminent qui la guettait. Estimant le moment venu, je proposai à Chloé de sortir faire une promenade ensemble. Avant notre départ, Mike nous rappela qu'il faisait froid dehors et de veiller à ce que Chloé ne prenne pas froid. Il suggéra que nous puissions discuter tranquillement dans un salon de thé, espérant que nous dissiperions tout malentendu. Je répondis d'un ton distrait avant de refermer la porte du box et de me diriger vers la sortie du restaurant. Chloé me suivait en silence, tête baissée, sans un mot, surveillant mes pas comme si elle craignait de me perdre. Dehors la neige avait cessé, je regardais autour de moi indécis sur la direction à prendre, puis optai finalement pour le salon de thé le plus proche. Nous marchâmes sans échanger un mot, ce ne fut qu'une fois entré dans le salon que je me tournai vers elle, toujours un thé au lait aux haricots rouges avec moitié moins de sucre. Chloé leva les yeux vers moi et hocha légèrement la tête. Je commandai le thé au lait avec aisance, puis nous nous installâmes avec Chloé à une table près de la fenêtre. Une fois assis en regardant les passants épars dehors, je me souvins soudain d'un jour de Nouvel An dans ce même salon de thé. Ce jour-là, Chloé avait insisté pour boire du thé au lait malgré son rhume, n'ayant pu la dissuader, je l'avais finalement amené ici. Une fois le thé au lait servi, Chloé, le visage rougissant et emmitouflée dans des vêtements épais, s'assit près de la fenêtre. Elle tenait entre ses mains la tasse fumante, sirotant à petits coups comme une petite marmotte, tout en me lançant de temps à autre des sourires niais, murmurant que ce thé était délicieux. À l'époque, je la trouvais simplement adorable et un peu ridicule. Je caressais tendrement ses cheveux en lui rappelant de bien prendre ses médicaments une fois rentrée. Les souvenirs affluents, je levai les yeux vers Chloé en face de moi. Son image des autrefois se superposa progressivement à celle des aujourd'hui. C'était elle et pourtant ce n'était plus tout à fait elle. Je poussai un léger soupir, une lueur de mélancolie traversant malgré moi mon regard. Chloé a remarqué mon changement, mordant légèrement ses lèvres avant de dire d'une voix tremblante: Ethan Collins, tu ne veux vraiment plus de moi? En entendant les mots de Chloé, mon cœur s'est serré et j'y ai baissé les yeux, incapable de soutenir son regard. Bien que j'y ai proposé de rompre, je refusais d'imaginer à quoi ressemblerait ma vie sans Chloé. Sous le regard brûlant de Chloé, il m'a fallu longtemps pour trouver le courage de demander le jour de mon anniversaire après le dîner: tu as dit que tu devais réviser au dortoir, mais en réalité tu lui parlais au téléphone, n'est-ce pas? Je ne me souviens pas beaucoup des conversations entre Chloé et ce seigneur, seulement quelques moments clés dont celui de mon anniversaire. En entendant ma question, Chloé détourna lentement son regard, baissa la tête et après un moment de silence hocha la tête. À cette vue, une douleur inexplicable me traversa le cœur et des larmes commencèrent à perler dans mes yeux. Une fois tu as dit que tu avais mal au ventre à cause de tes règles, je t'ai apporté des médicaments devant ton dortoir, je t'ai appelé, tu étais en ligne, c'était avec lui. En voyant ma réaction, Chloé ressentit une vive douleur dans sa poitrine et 2 larmes silencieuses glissèrent sans qu'elle s'en rende compte. Je prends une profonde inspiration, lève la tête et m'efforce de retenir mes larmes. Le jour de l'inscription au concours, tu as reçu de nouveaux documents de révision et tu m'as demandé d'aller les chercher pour toi. Quand tu as ouvert le colis, il y avait une carte avec des mots d'encouragement. Tu as dit que c'était une ancienne étudiante qui elle avait envoyé et j'y ai même plaisanté en disant que son écriture était très jolie, mais en réalité elle n'était pas une ancienne étudiante, était lui, n'est-ce pas? En disant cela, même en levant la tête, mes larmes ont fini par déborder.
J'y ai enfin compris pourquoi j'y avais été si déterminé à rompre avec Chloé, parce qu'il y avait trop de traces d'une autre personne dans notre vie à tous les deux. C'étaient les cadeaux qui apparaissaient comme par magie, les couchers précoces les soirs où elle ne se sentait pas bien, les attentes interminables sans réponse à mes messages. Pendant les 6 mois de révision pour le concours, j'y étais tellement concentré sur mes études que je n'avais ni l'énergie ni le temps de me laisser distraire par des pensées inutiles, et je n'avais pas le moindre doute concernant Chloé. Je croyais parce que j'y avais confiance en elle, parce que je pensais que Chloé serait aussi fidèle que moi, mais je me trompais, j'y avais tort de croire. Ce qui me rend triste, ce n'est pas que Chloé m'ait menti, mais le fait que je ne pourrai plus jamais lui faire confiance sans condition. En voyant ma détresse, Chloé n'a plus pu se contenir, elle m'a saisi fermement la main, son corps tremblant, la voix brisée par les sanglots. Je me suis trompé, Ethan, je le sais vraiment, j'y ai complètement coupé les ponts avec lui et je n'irai plus dans cette université, on peut recommencer, s'il te plaît. En écoutant les excuses de Chloé, je fermais les yeux sans la regarder, laissant les larmes glisser sur mes joues. Je ne savais pas quoi faire, mon cœur était déchiré, je voulais oublier ces mauvais souvenirs, mais ils étaient comme une tache d'encre sur une feuille blanche criarde et impossible à ignorer. Si auparavant Chloé ne comprenait pas tout à fait ma mélancolie ni pourquoi je voulais si résolument abandonner ces 10 années de relation, maintenant elle comprenait. Nos vies à tous deux étaient trop empreintes de l'ombre des autres personnes. À sa place, si j'y avais trahi cette relation, Chloé aurait tout aussi fermement mis fin à notre histoire. Depuis notre amour de jeunesse jusqu'à aujourd'hui, notre sentiment est toujours resté pur, d'une pureté qui ne tolère aucun grain de sable, encore moins une tache d'encre aussi visible. C'est ce qui a permis à Chloé et moi de traverser tant d'années main dans la main, et ce sera aussi la raison de l'effondrement de notre longue histoire. Si Chloé et moi n'étions qu'un couple ordinaire avec des autres expériences sentimentales derrière nous, cette affaire aurait pu se régler par des excuses sincères. Le problème, c'est que nous sommes chacun le premier amour parfait de l'autre, le plus beau souvenir dans nos cœurs respectifs. Dans cette situation émotionnelle, si nous avions tenu bon, nous aurions sans aucun doute pu traverser la vie ensemble, mais si l'un de nous avait lâché prise, cela ne pouvait que se terminer en désastre. Seulement en ce moment, ni Chloé ni moi ne voulions affronter une telle fin, ni accepter que 10 ans de sentiments se terminent aussi précipitamment. Je n'ai pas répondu à la demande de réconciliation de Chloé, me contentant de proposer de la raccompagner, les yeux gonflés et rougis. Elle m'a fixé en mordant ses lèvres avant de finalement hocher la tête en silence, acceptant ma proposition. En sortant du salon de thé, la rue était glaciale. Chloé et moi marchions côte à côte sur la chaussée enneigée, avançant lentement, conscients tous deux qu'il nous serait désormais difficile d'avoir à nouveau l'occasion d'être seuls ensemble. Mais peu importe la lenteur de nos pas, le temps ne revient pas en arrière et ne s'arrête pas, nous avons finalement atteint la fin. Devant le portail de la résidence, nous nous regardions en silence, aucun de nous n'osant prononcer les mots des adieux. Comment trouver les mots pour ces 10 années des inséparables compagnons, ces 10 années de rire et de joie, ces 10 années les plus mémorables. Je ne savais pas comment formuler ces mots. Chloé non plus. Le vent de cette nuit des hivers était glacial, froid comme le vent, froid comme le cœur. Je ne sais pas quand le ciel a recommencé à laisser tomber des flocons de neige. J'y ai vu la neige se poser sur les cheveux de Chloé, j'y ai vu la bise froide ébouriffer ses mèches, j'y ai tendu la main pour les arranger, mais je me suis arrêté à mi-chemin. Une vague de tristesse m'a envahi, mais j'y ai fait semblant d'être détendu en disant: tes cheveux sont en désordre. Chloé est revenue à elle-même, les yeux remplis de larmes, avec un sourire forcé. Tu ne veux pas m'aider à les arranger? Dans la tempête de neige qui tourbillonnait, le corps de Chloé paraissait encore plus frêle, comme j'y avais envie de la serrer fort dans mes bras, mais je ne savais plus en quelle qualité je pouvais le faire. Je me suis forcé à détourner le regard de Chloé, tournant mes yeux vers le lointain ciel. Non, je ne crois pas. En entendant ma réponse, Chloé sembla perdre ses dernières forces, son regard s'éteignit et elle se tourna à son tour vers le ciel lointain. À cet instant précis, une lueur éblouissante jaillit au loin, atteignant le ciel avant d'éclater en un feu d'artifice étincelant. La lumière des feux nous illumina, Chloé et moi, rappelant étrangement ce feu d'artifice qui avait illuminé notre nuit de panne d'électricité en terminale. Seulement maintenant, je ne regardais plus les yeux de Chloé, laissant ses prunelles envoûtantes me fixer intensément. Alors que les feux d'artifice éclataient un à un dans le ciel, les passants s'arrêtaient pour admirer ces lueurs étincelantes. Certains sortaient leur téléphone pour filmer, des autres s'empressaient de partager ce moment avec leurs proches, tandis qu'un jeune couple sous la pluie des étincelles s'étreignait avant de s'embrasser passionnément. En écoutant les exclamations autour de moi et en observant les réactions diverses face à ce spectacle, je ne pus m'empêcher de sourire. Chloé regarde les feux d'artifice. À ces mots, Chloé détourna le regard vers les feux d'artifice qui illuminaient le ciel lointain, des traces de larmes qu'elle ne savait même pas avoir versées marquant son visage. Oui, c'est vraiment magnifique. Après le nouvel an, je suis parti voyager seul pour me changer les idées. J'y ai visité beaucoup d'endroits, admiré de superbes paysages, goûté à de délicieux plats, mais étrangement je n'arrivais pas à être heureux. Pourtant auparavant je rêvais tant de voyager, de découvrir les coutumes et les paysages de différents lieux. Dans un bus touristique, j'y ai observé un couple jouer et plaisanter, partageant les mêmes snacks, regardant le même film, écoutant la même musique. Une route de montagne si chaoteuse dans cette zone touristique, et pourtant assis là ils ne montraient aucune trace de fatigue, leurs yeux débordant d'amour l'un pour l'autre. Les examens commencent demain, toute affaire peut attendre leur terme. Je n'ai jamais été du genre à aimer les longs voyages, trouvant les trajets épuisants, les déplacements compliqués et les dépenses trop importantes. J'y avais mille raisons de ne pas sortir, mais il en existait toujours une qui me faisait partir le cœur léger: Chloé. Après cette nuit-là, j'y rééchange mes coordonnées avec Chloé, mais nous ne nous sommes pas envoyés de messages. J'ignore ce qu'elle fait ces derniers temps, comment elle va, si elle est heureuse ou triste, si elle a froid ou chaud, si elle s'ennuie toute seule. Après 2 heures de trajet arrivé sur le site touristique, je n'avais toujours pas envoyé de message à Chloé. En descendant du bus, j'y ai commencé à gravir la montagne, avançant pas à pas vers le sommet tandis que la neige et le vent hurlaient autour de moi. Je ne sais pas pourquoi je suis venu faire cette randonnée, ni pourquoi je tenais tant à atteindre le sommet, mais j'y ai continué à monter pas à pas. Le paysage au sommet de la montagne était magnifique, des épais nuages foulaient sous nos pieds tandis que les rayons chauds du soleil se déversaient sur nous, dissipant peu à peu la fatigue accumulée durant l'ascension.
Face à cette vue digne d'un pays de fées, je n'ai pu résister à sortir mon téléphone cherchant désespérément quelqu'un avec qui partager ce moment. Après avoir parcouru ma liste de contacts, mon doigt s'est finalement arrêté sur l'avatar de Chloé. Après quelques secondes d'hésitation, je lui ai envoyé un message: tu es là. Je venais à peine d'envoyer mon message sans même avoir eu le temps d'éteindre mon téléphone que Chloé avait déjà répondu là. En voyant la réponse de Chloé, j'ai levé mon téléphone pour prendre une photo du paysage devant moi et le lui ai envoyé très beau. Après avoir envoyé le message, j'ai éteint mon téléphone et frotté mon visage engourdi par le froid, me demandant comment Chloé allait répondre. Alors que je me perdais en conjecture, la réponse de Chloé est arrivée, un message accompagné d'une photo: tu es encore plus beau. En voyant le message, je suis resté figé sur place. En ouvrant la photo, j'y ai découvert le visage souriant de Chloé et une silhouette familière. En combinant cela avec l'environnement visible sur la photo, je me suis brusquement retourné pour tomber nez à nez avec le sourire radieux de Chloé. Dans le vent froid de la montagne, le petit visage de Chloé était rougi par le froid, mais elle souriait joyeusement, montrant même ses dents. Sous le soleil chaud, Chloé s'avança vers moi, se redressa et tendit la main avec assurance, son sourire éclatant: Ethan Collins, permettez-moi de me présenter à nouveau, je m'appelle Chloé Miller et à partir d'aujourd'hui je vais vous courtiser. J'espère que vous ne ferez pas l'ingrat. En entendant les paroles de Chloé, je suis resté sans voix un instant, puis j'y ai souri en me reprenant, les larmes tournoyant malgré moi dans mes yeux. La décennie précédente s'était achevée ce soir du Nouvel An, mais Chloé n'avait pas lâché prise. Pour autant, elle avait choisi d'ouvrir la prochaine décennie, ou plutôt toutes les décennies à venir. Après tout ce que nous avions traversé ensemble, après toutes les fois où j'y avais repoussé ses demandes de réconciliation, prendre une telle décision exigeait un courage extraordinaire. Pourtant, elle était venue malgré tout, sans craindre le rejet ni l'échec. Face à une Chloé aussi courageuse, comment Ethan Collins aurait-il pu reculer? Il lui prit la main, son sourire tout aussi radieux. Des accords fins.